Au plus profond de l'Amazonie, quelque chose se produit loin de tout regard. Sous une canopée qui laisse à peine passer la lumière, et dans un air lourd qui imprègne chaque espace, il existe des communautés humaines qui ne cherchent ni à se montrer, ni à laisser de traces. Vu de l'extérieur, ce territoire paraît hostile, chaotique, voire vide. Mais il ne l'est pas. Des êtres humains y vivent, et lorsqu'ils perçoivent une menace, ils ne cherchent ni la hauteur, ni des abris solides, ni des défenses visibles. Ils ajustent leur manière d'exister, laissant la forêt dissimuler chaque mouvement. Qu'est-ce qui pousse un être humain à choisir une vie aussi éloignée de tout ce que nous associons à la sécurité, au confort et au contrôle? Bienvenue sur Chronamonde, un espace où le monde ne s'observe pas de loin, mais se comprend de l'intérieur. Ce que vous allez découvrir n'appartient pas à un passé disparu. Il s'agit de 7 peuples amazoniens actuels qui continuent de vivre dans la forêt la plus vaste et la plus exigeante de la planète. 7 façons différentes de survivre qui remettent en question une croyance profondément ancrée, que progresser signifie toujours être mieux protégé. Si ces voyages racontés avec rigueur et respect vous intéressent, abonnez-vous à la chaîne et restez avec nous jusqu'à la fin. La dernière communauté que vous découvrirez vit dans des conditions extrêmes, et son histoire donne sens à tout ce que vous avez vu jusqu'ici. Êtes-vous prêt à découvrir comment survivre lorsque rester invisible est la clé? Commençons par un territoire où la forêt ne se laisse pas traverser facilement, où chaque pas est mesuré, et où le plus grand danger ne rugit ni ne se cache. Il surgit quand on s'y attend le moins. Zoé, l'isolement comme système immunitaire. Observe comment ce lieu semble se refermer sur lui-même. La végétation est dense, l'atmosphère lourde et les chemins disparaissent facilement. Ceci aussi est l'Amazonie. Mais ici, la survie ne se construit pas vers l'extérieur, elle se protège de l'intérieur. Même pour ceux qui tentent d'y accéder, l'approche est lente et complexe. Il n'existe ni route claire, ni repère stable. Toute présence étrangère est rapidement détectée. Au cœur de cet environnement vit une communauté humaine qui a appris, avec le temps, une leçon essentielle. Le plus grand danger ne vient pas toujours de la forêt, mais de ce qui arrive de l'extérieur. Il n'existe pas de grands villages visibles depuis le ciel. Les habitations sont légères, ouvertes, construites avec des matériaux que l'environnement renouvelle lui-même. Rien n'est pensé pour durer plus que nécessaire. Car ici, la première chose à protéger est le corps. Pendant des générations, le peuple Zoé a maintenu un contact minimal avec le monde extérieur. Non par rejet culturel ni par tradition, symbolique, mais par expérience directe. Chaque fois que le contact a été brutal ou inattendu, les conséquences ont suivi. Des maladies courantes pour nous se sont propagées rapidement. Des personnes sans défense préalable sont tombées malades en quelques jours. Des rencontres apparemment inoffensives se sont transformées en tragédies. Cette mémoire ne disparaît pas, elle se transmet. Pour les Zoé, la forêt n'est pas seulement un lieu de vie. Elle agit comme un système de protection actif, un espace qui réduit les risques, freine les menaces invisibles et laisse au corps le temps de résister. Vivre isolé n'est pas un manque, c'est une manière de rester en vie. Tout dans leur mode de vie répond à cette logique. Les pigments appliqués sur la peau font partie de l'adaptation quotidienne à un environnement dur et humide et sont liés à la protection, à l'identité et à l'équilibre corporel. La vie en plein air évite les espaces clos où les problèmes se concentrent. Ils n'accumulent pas plus que nécessaire. Ils ne restent pas trop longtemps au même endroit. L'alimentation suit le rythme de la forêt. Ils chassent, pêchent et cueillent sans forcer l'environnement. Ici, la précipitation rend malade. Mais ce système a une limite très claire. Un seul contact non contrôlé peut mettre en danger toute la communauté.
C'est pourquoi des mesures existent aujourd'hui pour restreindre toute approche extérieure, non comme une position idéologique, mais comme une protection fondamentale. Et pourtant, la question demeure ouverte. Est-il fragile de vivre protégé du monde, ou est-il fragile d'en dépendre pour continuer à exister? Dès ce premier point du voyage, l'Amazonie laisse une idée claire. Parfois, prendre soin de soi ne signifie pas se rapprocher, mais savoir quand garder ses distances. Et tandis que certains peuples survivent en maintenant cette distance, d'autres ont poussé cette logique encore plus loin, sans rester immobiles, sans attendre, en se déplaçant constamment pour ne laisser aucune trace. Ce qui vient ensuite ne se défend pas en érigeant des limites invisibles. Cela se défend en marchant. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi. Nukak, survivre en mouvement sans laisser de traces. Imagine avancer dans la forêt et ne jamais sentir le sol te soutenir pleinement. Chaque pas s'enfonce légèrement. La terre cède, s'imbibe, change de forme sous tes pieds, comme si le paysage refusait de se figer. La forêt a changé de registre. Le terrain est plus bas, plus dense, plus instable. Ici, tu ne marches pas avec assurance. Chaque mouvement se négocie. L'air est lourd, l'humidité colle à la peau. Tout semble vivant, même ce que l'on ne voit pas. Dans cet environnement où rester trop longtemps peut devenir un danger silencieux, vit le peuple Nukak. Pour eux, la sécurité n'a jamais été liée à un lieu fixe, mais à la capacité de lire une forêt en perpétuelle transformation. Leur survie ne repose pas sur la construction de structures durables, mais sur la capacité à reconnaître le moment où un espace devient dangereux. Ils identifient des signes infimes, l'augmentation des insectes, la saturation du sol, l'accumulation de matières organiques, les changements dans les sons nocturnes. Lorsque l'environnement cesse d'être sain, ils se réorganisent et poursuivent leur route. Les campements sont simples et fonctionnels. Ils sont installés rapidement et abandonnés sans attachement. Ils ne cherchent pas à dominer l'espace, mais à le traverser sans le modifier. Lorsqu'ils partent, la forêt fait le reste. La végétation reprend la clairière, les traces s'effacent. La forêt se referme. Ce mode de vie remplit une fonction essentielle. Il évite l'accumulation prolongée de déchets. Il réduit l'exposition continue aux parasites et aux agents pathogènes. Et il limite le risque d'infection dans un environnement saturé d'humidité. Ici, marcher n'est pas seulement se déplacer, c'est une forme de soin collectif. Pendant des générations, les Nukak ont maintenu cet équilibre dans l'un des écosystèmes les plus humides et les plus exigeants de la planète. Mais cet équilibre s'est rompu lorsque le contact avec l'extérieur a cessé d'être un choix. Après les premiers contacts non planifiés à la fin du XXe siècle, des conséquences profondes ont été documentées, dont une forte diminution de la population due aux maladies et aux déplacements. Des maladies courantes pour nous, grippe, rougeole, infections respiratoires, se sont propagées rapidement parmi des personnes sans défense immunitaire préalable. Ce que l'on a appelé progrès de l'extérieur s'est traduit ici par la perte, le déracinement et le silence. Depuis lors, le déplacement n'est plus seulement un héritage culturel. Il est devenu une réponse nécessaire face à un territoire de plus en plus fragmenté. Aujourd'hui, il continue de se déplacer dans des espaces de plus en plus réduits. Les routes traditionnelles sont interrompues. Les zones sûres se rétrécissent. Et pourtant, ils avancent. Car pour ce peuple, l'identité ne se fixe pas sur une carte. Elle vit dans le parcours, dans des trajets appris par le corps, dans une mémoire qui ne se dessine pas, mais se ressent. Il n'y a pas de frontières visibles. Il y a des signes qui indiquent quand avancer et quand s'arrêter. Et alors surgit une question inévitable. Comment ta manière de vivre changerait-elle si se déplacer était la seule façon de rester en vie? Car le silence qu'ils laissent derrière eux n'est pas un vide, c'est un choix conscient.
une façon de dire à la forêt, nous sommes toujours là, mais sans laisser de cicatrices. Avec cette logique comme bouclier, le voyage nous mène maintenant vers une autre forme de survie. 1. Territoire où savoir se déplacer ne suffit plus, où il faut savoir précisément quoi prendre, quand le faire et comment éviter la maladie. À partir d'ici, la forêt ne se comprend plus avec les pieds. Elle se comprend par le savoir. Unikwin Kaksinawa. La forêt comme pharmacie vivante. Regarde bien cet endroit. L'air change. Respirer devient différent, plus dense, plus profond. Le son de l'eau accompagne chaque pas et la lumière traverse avec précaution une canopée haute qui semble tout observer. Tu avances entre des rivières lentes et une forêt dense, dans une bande de jungle qui s'étend entre le Brésil et le Pérou. Rien ici ne semble laissé au hasard. Chaque plante est à sa place. Chaque feuille paraît garder un secret. C'est le territoire du peuple Unikwin, aussi appelé Kaksinawa. Pour eux, la forêt n'est pas seulement nourriture ou abri. C'est un système vivant de connaissances, une pharmacie qui respire. En avançant, tu comprends vite que tout ne se touche pas, tout ne se coupe pas, et encore moins ne se goûte. Chaque racine, chaque écorce, chaque sève a un moment précis pour être utilisée. Trop tôt ou trop tard, l'effet peut disparaître ou devenir dangereux. Ici, la santé ne commence pas quand le corps tombe malade, mais dans la manière de marcher, de manger et de se reposer. Les villages s'organisent près de l'eau, sans intervenir ni en modifier le cours. Les cultures sont petites, tournantes, pensées pour laisser au sol le temps de se régénérer. La santé n'appartient pas à une seule personne, elle se partage, elle se protège, elle se transmet. Les anciens apprennent à reconnaître les plantes par l'odeur, par la texture et par le moment de la journée où il faut les récolter. Une erreur de timing peut annuler l'effet ou le transformer complètement. C'est pourquoi ce savoir ne s'improvise pas. Il se retient avec le corps et avec l'expérience. Certaines plantes n'agissent pas seulement sur le physique, elles modifient aussi la perception, non pour fuir la réalité, mais pour mieux la comprendre. Pour les Unikwin, guérir, c'est réordonner la relation entre la personne, la communauté et la forêt. Ce savoir ne s'écrit pas, il ne se conserve pas dans des livres, il passe de voix en voix, de geste en geste, de génération en génération, et c'est pour cela qu'il est fragile. Quand ce savoir sort de la forêt sans contexte, il se fragmente, il devient substance isolée, tendance, consommation, mais il perd l'essentiel, la relation qui lui donne sens. Pour ce peuple, la forêt ne fournit pas des ressources infinies, elle donne des réponses, seulement à ceux qui savent poser leurs questions avec respect. Rien de tout cela n'est seulement symbolique, c'est une pratique appliquée à la vie quotidienne. Et cela mène à une question clé. Que se passe-t-il quand nous prenons ce que nous avons appris, mais que nous ne protégeons pas le lieu qui l'a rendu possible? L'équilibre qu'ils maintiennent est délicat. La déforestation, les pressions extérieures et la perte de territoire ne menacent pas seulement leur mode de vie. Elles menacent un système complet de compréhension du corps humain. Car ici, tomber malade n'est pas un accident isolé. C'est un signal. Le signe qu'un lien avec l'environnement s'est brisé. Pendant que le monde moderne cherche des solutions rapides, cette communauté rappelle une vérité dérangeante. La vraie médecine n'est pas toujours de guérir plus vite, mais de ne pas détruire ce qui maintient l'équilibre. Et cet équilibre n'est pas unique en Amazonie. Reste attentif, car nous allons maintenant entrer dans un endroit où survivre ne dépend plus de chasser ou de soigner, mais de maintenir un équilibre si fragile que le briser affecte toute une communauté. Enawenenawe. Vivre sans chasser pour survivre. Le son de l'eau commence à dominer le paysage. Pas comme un simple murmure, mais comme un battement qui guide chaque décision.
Dans cette région de l'ouest du Brésil, dans l'état du Mato Grosso, les rivières ne traversent pas seulement la forêt, elles l'organisent. Leur cycle détermine quand on mange, quand on travaille et quand on attend. Ici vit le peuple Enawenenawé, l'une des sociétés amazoniennes les plus singulières pour une raison rare. Ils ne chassent pas les animaux terrestres. Leur survie repose presque entièrement sur la pêche et la culture du manioc. Mais réduire cela à une alimentation serait trop simpliste. Ce qu'ils maintiennent, c'est un système complexe de relations entre les personnes, l'eau, les poissons et des forces invisibles qui, pour eux, gardent le monde en équilibre. Les villages se trouvent toujours près de la rivière, dans des zones choisies avec soin pour éviter les inondations. Les habitations sont disposées en cercle, renforçant la vie collective et la coopération quotidienne. Ici, la nourriture ne s'accumule pas et ne se privatise pas, elle se partage. Car la survie individuelle n'a aucun sens si le groupe s'affaiblit. Le calendrier ne se mesure ni en semaines, ni en saisons abstraites. Il se mesure au mouvement des poissons. Quand certaines espèces entament leur migration, les préparatifs rituels commencent. Quand elles reviennent, toute la communauté se met en action. Non pas comme des chasseurs qui extraient une ressource, mais comme des participants à un cycle qui doit rester intact. Pour les Enawenenawé, la pêche n'est pas qu'une technique, c'est une responsabilité spirituelle. Pendant le rituel du Yaokwa, reconnu par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité, des chants, des danses et des offrandes sont réalisés pour assurer l'harmonie entre les humains et les Yakairiti, les esprits associés aux poissons et à l'eau. Ils croient que si ces esprits se fâchent, le fleuve devient stérile. Et quand le fleuve cesse de donner, la vie devient impossible. Ce rituel ne dure pas quelques heures, il dure des mois. Il implique des jeûnes, des déplacements collectifs, la construction de barrages temporaires de pêche et une coordination sociale extrême. Chacun occupe un rôle précis. Personne n'agit en dehors du groupe. Le manioc complète cet équilibre. Il est cultivé sur de petites parcelles tournantes avec une connaissance profonde du sol et de ses temps de régénération. Savoir quand planter est aussi important que savoir quand ne pas le faire. Ici, l'excès est une menace. Ce système, affiné sur des générations, ne fonctionne que si l'environnement reste stable. Et c'est là sa plus grande fragilité. La construction de barrages hydroélectriques, la modification des cours d'eau et la pollution en amont affectent directement leur survie. Un changement de courant peut interrompre les migrations de poissons. Et alors, le problème n'est pas seulement alimentaire. Il devient spirituel, social et culturel. Pour les Enawenenawé, il n'y a pas de séparation entre nature et société. Ils ne parlent pas d'environnement. Ils parlent de relations, de pactes à respecter. Vivre sans chasser n'est pas un renoncement. C'est une manière de soutenir un monde où chaque élément a une fonction et où l'équilibre n'est jamais acquis. Ils se protègent. Il vaut peut-être la peine de s'arrêter un instant et de réfléchir. Que se passe-t-il lorsqu'une communauté a construit sa vie en harmonie avec la nature et que cet équilibre se dérègle de l'extérieur sans prévenir? Car le fleuve ne négocie pas, il ne s'adapte pas aux décisions humaines. Il change tout simplement. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu es déjà à la moitié de ce parcours. C'est le bon moment pour t'abonner à Chronamonde et continuer avec nous vers ce qu'il reste à découvrir. Ce qui vient ensuite nous mène vers un scénario encore plus extrême, un lieu où l'équilibre ne protège plus et où résister suffit à peine pour continuer d'exister. On continue. Waimiri Atroari. La forêt comme frontière. Ici, la forêt cesse d'être un refuge. Elle devient une limite. Le paysage reste vert, dense, en apparence intact.
Mais sous cette surface bat une histoire marquée par le conflit, la perte et la défense permanente du territoire. Nous sommes au nord du Brésil, entre les États d'Amazonas et de Roraima, dans une région traversée par des rivières, des routes et des projets qui n'ont jamais demandé la moindre permission. C'est ici que vit le peuple Waimiri Atroari, une communauté dont la survie ne peut pas se comprendre sans parler de résistance. Pendant des siècles, ce territoire a été leur maison continue. Des rivières comme l'Alalaou et le Jawaperi dessinaient des itinéraires, pas des frontières. La forêt offrait nourriture, abri, essence. Mais tout a changé quand le monde extérieur a décidé de la traverser. L'ouverture de routes, en particulier la BR 174, et l'arrivée de projets miniers et énergétiques ont bouleversé leur environnement de manière irréversible. Le contact n'a été ni progressif ni consenti. Il a été brutal, violent et dévastateur. Au XXe siècle, une chute démographique sévère a été documentée, liée à des conflits armés, à l'introduction de maladies et à des déplacements forcés. Pour ce peuple, la forêt a cessé d'être seulement un lieu de vie et est devenue quelque chose qu'il fallait défendre. Depuis lors, la relation avec l'extérieur est marquée par le traumatisme. La méfiance n'est pas une position politique, c'est une mémoire accumulée. Chaque intrusion rappelle un passé qui n'est pas refermé. Ici, l'isolement n'est pas une tradition ancestrale, c'est une réponse. Le territoire se protège par une vigilance constante, par des limites claires, par une lecture précise de chaque bruit étrange, de chaque trace qui n'appartient pas à la forêt. Contrairement à d'autres peuples amazoniens, les Waimiri Atroari ont dû apprendre à vivre avec des infrastructures imposées. Pylônes électriques, lignes à haute tension, routes surveillées. Des éléments étrangers qui ont fragmenté leur espace vital et bouleversé les routes traditionnelles. Et pourtant, ils sont toujours là. Non comme un symbole romantique de résistance, mais comme une société vivante qui exige une chose élémentaire, le droit d'exister sans être envahi. Ici, survivre ne consiste pas à s'adapter à la nature. Cela consiste à négocier en permanence avec des forces extérieures qui n'ont pas la même logique du temps, du territoire et de la vie. Pour eux, la forêt n'est plus seulement un système écologique, c'est une frontière politique. Et cette frontière ne se dessine pas sur les cartes officielles. Elle se trace dans la mémoire collective, dans les récits transmis, dans la vigilance quotidienne sur l'espace qui reste. Et alors surgit une question impossible à ignorer. Qui envahit réellement qui lorsqu'un peuple tente simplement de continuer à vivre sur la terre qui a toujours été la sienne? L'histoire des Waimiri Atroari nous oblige à regarder l'Amazonie autrement. Non comme un espace vide promis à l'exploitation, mais comme un territoire habité, défendu, profondément marqué par l'intrusion extérieure. Et au fil de ce voyage, une vérité devient visible. Lorsqu'un peuple est contraint de défendre sa forêt, il ne lutte plus seulement pour sa culture. Il lutte pour son droit de continuer à exister. Mais toutes les menaces ne se confrontent pas de la même manière. À partir d'ici, on ne répond plus par le corps. On ne résiste pas. On ne combat pas. On survit autrement, en changeant sa manière d'être au monde. Pirahan. Vivre ancré dans l'expérience immédiate. Imagine-toi t'arrêter au bord d'un fleuve large et paisible. L'eau avance lentement, sans urgence, reflétant le ciel à travers la végétation. La forêt s'ouvre juste ce qu'il faut, sans s'imposer, comme si elle savait quand être présente et quand se retirer. Ici, même respirer est différent. Le silence ne pèse pas, il n'oppresse pas, il accompagne. Il n'y a pas d'horloge, pas de précipitation. Le temps semble se dissoudre dans le mouvement continu de l'eau. Le long du fleuve Maici, en Amazonie brésilienne, vit le peuple Pirahan, une communauté dont la manière de comprendre la vie déroute depuis des décennies anthropologues et linguistes.
Rien ici n'est pensé pour dominer l'environnement. La vie ne s'organise pas pour durer, mais pour s'écouler. Les villages sont petits et mobiles. Les habitations sont construites rapidement et abandonnées sans attachement lorsque le milieu l'indique. Les objets circulent, ils ne s'accumulent pas, car le plus tard, tel que nous le concevons, n'occupe pas une place centrale dans leur façon d'être au monde. L'existence s'ordonne autour du présent immédiat. On chasse, on pêche et on cueille uniquement ce qui est nécessaire pour la journée. Lorsque la nuit tombe, le repos n'est ni long ni profond. Le sommeil vient par courtes phases, maintenant une vigilance qui ne s'éteint jamais complètement. Le fleuve, la forêt et les sons nocturnes définissent le véritable rythme de la vie. Cette manière de vivre n'est ni improvisation ni négligence. C'est une adaptation extrême. Des études linguistiques ont montré que la langue pirahin privilégie l'immédiat et l'expérience directe plutôt que des récits étendus d'un passé lointain ou d'un futur abstrait. Le savoir repose sur l'expérience vécue à la première personne, ce qui a été vu, entendu ou expérimenté directement. Rien de plus, non pas parce qu'ils nient ce qu'ils ne connaissent pas, mais parce qu'ils n'en ont pas besoin pour survivre. Cette forme de communication, largement débattue par les linguistes, structure aussi leur organisation quotidienne. Vue de l'extérieur, cette absence d'accumulation matérielle, narrative ou temporelle peut déconcerter. Mais dans un environnement aussi imprévisible que la forêt amazonienne, elle remplit une fonction claire: réduire l'anxiété, éviter la dépendance et maintenir l'attention sur l'instant présent. On ne planifie pas à long terme parce que le milieu change. On ne stocke pas parce que l'excès devient un fardeau. On n'idéalise pas l'avenir parce que la forêt exige une présence totale. Pour les Pirahins, survivre signifie aussi garder l'esprit léger. Le contact avec le monde extérieur a été rare et complexe. Les tentatives prolongées d'évangélisation et les programmes d'intégration n'ont pas profondément modifié leur manière de penser. Non par résistance ouverte, mais à cause d'une différence radicale dans la perception même de la réalité. Tandis que d'autres peuples cherchent à préserver leur passé, eux prennent soin du présent. Ils n'ont pas besoin de grands récits pour se définir, ni de promesses futures pour avancer. Leur identité repose sur ce qui se produit ici et maintenant, au bord d'un fleuve qui ne s'arrête jamais. Et c'est précisément là qu'apparaît une réflexion inévitable. Cet équilibre, si subtil et si fragile, ne fonctionne que tant que l'environnement le permet. Lorsque le monde extérieur s'impose, lorsque le bruit progresse et que le territoire se rétrécit, même le présent ne garantit plus la protection. Vivre ancré dans le présent cesse alors d'être un choix et devient une forme minimale de résistance. À ce stade du voyage, nous comprenons quelque chose de profondément troublant. Après avoir découvert tant de manières de survivre, il en reste une qui bouleverse tout. Il existe un peuple qui ne peut plus rester, qui ne peut pas s'adapter, qui ne peut pas être vu. Nous arrivons ici à la destination vers laquelle ce parcours nous menait depuis le début. Ce qui vient maintenant ne parle plus de la manière de vivre, mais de la manière de fuir pour continuer d'exister. Awa, Gwaja. Survivre en fuyant. Ici, la forêt se referme d'une manière différente. Il n'y a pas de sentier qui invite à rester, ni d'installation pensée pour durer. S'arrêter trop longtemps cesse d'être une option. Le feu ne peut pas rester visible. Et il n'existe aucun endroit que l'on puisse appeler foyer sans risque. Chaque bruit étrange est un avertissement. Chaque trace étrangère oblige à changer de direction. Ici, s'arrêter n'est pas se reposer, c'est s'exposer. Dans le nord-est de l'Amazonie brésilienne, entre les États du Maranhão et du Pará, vit le peuple Awa, également connu sous le nom de Gwaja. De nombreuses organisations internationales
les considèrent comme l'un des peuples autochtones les plus menacés de la planète. Contrairement à d'autres groupes, leur survie ne repose ni sur la résistance à partir d'un territoire fixe, ni sur une adaptation progressive au changement. Elle repose sur quelque chose de bien plus extrême, ne pas être détecté. Les Awa ne construisent pas de villages permanents et n'ouvrent pas de larges clairières dans la forêt. Leur vie se déroule dans un déplacement constant, suivant des itinéraires qui changent selon le danger, la saison et la pression extérieure. Rester trop longtemps au même endroit peut signifier être repéré. La forêt est leur refuge. Mais ce refuge se réduit chaque année. L'exploitation forestière illégale, l'expansion de l'élevage, l'exploitation minière et les routes ont fragmenté leur territoire ancestral. Chaque arbre abattu n'est pas seulement une perte écologique, c'est un endroit de moins pour se cacher. Chaque bruit étranger, un moteur, un choc métallique, une détonation lointaine, déclenche la fuite. Ces dernières décennies, de nombreux Awa ont subi des contacts forcés et chacun d'eux a entraîné de lourdes conséquences, des maladies respiratoires et des infections courantes pour nous, qui se sont propagées rapidement parmi des personnes sans défense immunitaire préalable. Pour un peuple en isolement, le contact n'est pas un échange culturel, c'est une menace directe pour son existence. C'est pourquoi certains groupes Awa ont pris une décision extrême, rester cachés, non comme un symbole identitaire, non comme un rejet idéologique du monde moderne, mais comme la dernière possibilité de rester en vie. Leur mode de vie est d'une austérité extrême. Ils chassent de petits animaux, récoltent des fruits, des racines et du miel sauvage, et se déplacent avec le strict nécessaire. La connaissance de la forêt est totale. Ils reconnaissent des sons qui ne correspondent pas, des branches brisées là où elles ne devraient pas être, des silences qui n'appartiennent pas à l'environnement. Le danger ne se voit pas toujours. Il s'entend, il se précerne. La famille est au centre de tout. De petits groupes qui se déplacent ensemble en protégeant particulièrement les enfants, qui apprennent très tôt à marcher sans bruit, à se cacher et à lire la forêt avant même de connaître le monde extérieur. Il n'y a pas de grands rituels visibles ni de célébrations prolongées. La priorité est unique, rester en vie. Les Awa ne fuient pas parce qu'ils ignorent le monde moderne. Ils fuient parce qu'ils le connaissent trop bien. Ils savent qu'une route n'apporte pas seulement des machines. Elle apporte des maladies, elle apporte la violence, elle apporte la disparition. Leur histoire récente est marquée par des déplacements forcés, des persécutions et des pertes silencieuses. Il n'y a pas de monuments ni de grandes archives écrites, seulement la mémoire orale et l'absence. Ici, la survie atteint sa forme la plus extrême. Ce n'est pas une adaptation progressive, c'est une fuite constante, silencieuse et sans marge d'erreur. Après avoir observé ces 7 manières de vivre en Amazonie, une vérité s'impose clairement. Lorsqu'un peuple doit disparaître pour rester en vie, le problème n'est pas son mode de vie, mais la pression constante qui envahit son territoire. Les Awa ne représentent pas le passé. Ils représentent un présent poussé à la limite, un présent qui respire encore entre les arbres et qui nous oblige à remettre en question notre idée du progrès. Ce voyage arrive à sa fin. Peut-être que ce qui t'a le plus marqué est leur manière de vivre, leur lien avec la forêt, ou la certitude qu'avancer ne signifie pas toujours mieux survivre. Et maintenant, la réflexion te revient. Quelle communauté de ce parcours t'a le plus fait t'arrêter et pourquoi? Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires le mot-clé « silence ». Ce sera notre façon de savoir que tu as marché avec nous jusqu'au dernier pas. Merci de nous avoir accompagnés. Si tu souhaites continuer à explorer les histoires que le monde garde encore en silence, abonne-toi à Chronamonde et rejoins-nous dans les prochains voyages que nous préparons déjà. Car tant qu'il existera des peuples qui survivent en fuyant, l'histoire de l'Amazonie n'est pas encore totalement écrite. À très bientôt pour la prochaine histoire.